Y a-t-il des opportunités d'investissement dans les large caps néerlandaises? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le top 10 de la bourse néerlandaise. Donc on a ASML, Prosus, Airbus, ING, Universal Music Group, Adyen, LXP Semiconductors, Enken, Ahold Delhaize et Wolters Kluwer. Je vais préparer la watchlist comme d'habitude. On a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la market cap en dollars US, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, multiple de valorisation en VO sur EBITDA, ratio co-bénéfice, ratio free cash flow, valorisation en termes de ratio sur capitaux propres tangibles, pas de décote ici à signaler, un rendement des capitaux investis, le rendement des fonds propres, l'endettement en termes de dette nette sur EBITDA, ce qui nous indique le levier, le rendement du dividende, s'il y en a un, le rendement de l'actionnaire, donc pour voir s'il y a rachat d'actions ou dilution potentielle, free cash flow par rapport au bénéfice net et payout ratio. Le payout ratio, c'est la proportion de bénéfice net versé en dividende, mais il faut se rappeler que le dividende est payé via les free cash flow. Donc il faut bien comparer free cash flow au bénéfice net. La première entreprise de notre liste, c'est une superbe entreprise, ASML, leader mondial dans les machines de gravure les plus fines au monde pour les semi-conducteurs. On est sur 302 milliards de dollars de market cap, 20,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est une énorme croissance. On est à 24 en VE sur EBITDA, 32 en PE, 30 en price free cash flow. Est-ce que c'est charmant valorisé? Difficile à dire, hein. Vu la croissance, quand vous avez 20% de croissance, le multiple forward 12 mois, ça se trouve, il est divisé par 2. C'est compliqué de se dire que c'est surévalué en réalité. On est surtout sur une boîte de très bonne qualité, 34% de rendement des capitaux investis, c'est énorme. Cash net évidemment, hein, vu la forte rentabilité, on n'a pas besoin de s'endetter, sauf ponctuellement si on fait des acquisitions, mais je ne crois pas que ce soit le cas sur cette entreprise. On a 1% de rendement du dividende, c'est pas énorme. On a 1,9% de rendement de l'actionnaire. Il faut voir s'ils annulent les actions qu'ils rachètent, mais je crois que c'est le cas. Donc ça améliore un peu le rendement de l'actionnaire qui n'est pas extraordinaire. On a un payout ratio qui est à 28%. Donc pour l'instant, on n'est pas sur le maximum que peut faire l'entreprise en termes de payout ratio. Elle continue à réinjecter du cash pour financer la croissance, mais elle peut largement s'autofinancer et commencer à verser un dividende sans problème. On a largement les free cash flow pour ça. Donc ASML, pour moi, c'est une très belle entreprise de croissance. Et donc ça implique de la détenir très longtemps, vu que si c'est de la croissance, hein, quand on investit dans la croissance, on fait attention, les multiples, on peut avoir des multiples élevés, mais dans ce cas-là, il faut garder l'action très longtemps. En cas de mauvaise publication, ça peut faire très mal. Si on la garde très longtemps, c'est pas grave, on supporte la volatilité, et puis après, on aura la croissance des bénéfices sur la longue route, et c'est ce qu'on veut quand on fait de la croissance. Ensuite, on passe sur Airbus. Donc là, on est sur le numéro 1 mondial, hein, de l'aéronautique. Ils font aussi de la défense, hein, donc ils sont numéro 1 dans l'aspect civil. Après, dans tout ce qui est défense, c'est pas le cas. Mais bon, c'est quand même une très bonne boîte. 163 milliards de dollars de market cap. Pas de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, sauf que donc déjà, il y a eu la période particulière 2020-2021. Et puis, la croissance est devant Airbus, hein. Maintenant, ils engrangent des commandes, surtout d'un point de vue défense, hein, donc le canal de commande est plein à craquer. Maintenant, il faut délivrer. Donc, c'est une boîte de croissance. Maintenant, on est à 19 en VE sur EBITDA, 34 en PE, 29 en prestation free cash flow. Ça m'a lâché à payer. Donc, on n'a pas d'historique de croissance sur les 5 dernières années. Donc, il faut faire des estimations pour les prochaines années. Moi, j'en suis bien incapable. Il faut regarder les avis des analystes, hein. Mais donc, du coup, inconnu, hein. Est-ce qu'ils arriveront à délivrer la croissance qui est prévue? Je ne sais pas. Dans ce cas-là, est-ce que les multiples forward sont bas ou ils sont élevés? Est-ce que la croissance sera là ou pas là? C'est la question qu'il faut se poser. Donc là, pour l'instant, le marché dit que la croissance sera au rendez-vous vu les multiples. On a un rendement des capitaux investis qui est à 10,3%, ce qui est pas mal, hein, pour une boîte qui est intensive en capital. C'est pas si mal. Cash net sur Airbus. Après, c'est en partie leur cash, mais pas tout, puisqu'ils reçoivent des acomptes, hein, pour exécuter la réalisation des avions. Donc, ce cash, ils peuvent le placer, ça génère des intérêts, mais ils doivent aussi l'utiliser pour réaliser les commandes. Donc, c'est bien que ce soit cash net, mais c'est pas complètement le cash de l'entreprise. 1,7% de rendement du dividende, c'est pas exceptionnel. 1,6 en rendement d'actionnaire, légèrement, une très légère dilution potentielle. Payout ratio à 50%. Donc voilà, on est sur une boîte qui maintenant, alors c'était une boîte mature. Maintenant, c'est une boîte de croissance, donc le payout ratio peut-être qu'il va baisser, hein, pour autofinancer la croissance. Donc il faut avoir ça en tête. On n'est pas sur Airbus pour le dividende de toute façon. Donc pour moi, il faudrait attendre quelques publications pour voir s'ils délivrent le carnet de commande, hein. Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose, donc voilà, plutôt à l'écart pour l'instant. Avant de continuer, si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo et on continue avec Prosus. Donc là, c'est une holding. Donc c'est un peu compliqué à évaluer les holdings. Elle a surtout des participations dans la tech et
dans Tencent, donc la boîte chinoise, hein, technologique. On est sur 122 milliards de dollars de market cap, 13% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc pour une holding, je suppose que ça veut dire que les participations sont en croissance, hein, on doit consolider la croissance, mais dites-moi si je me trompe en commentaire, je ne suis pas un spécialiste de l'analyse des holdings, c'est pas un support d'investissement qui m'intéresse beaucoup. On a 10,6 en PE, c'est pas très cher payé pour une holding, donc là on va assimiler ça plutôt à une boîte financière, on veut être en dessous de 10, 10,6 ça reste raisonnable, et pas de décote sur actifs tangibles. Normalement sur les holdings, on veut une décote de holding justement parce que on est à la merci du manager qui alloue le capital comme bon lui semble entre les participations, alors que quand on est sur un pure player, eh bien, c'est à nous de choisir comment on alloue le capital, hein, parce que s'il y a des dividendes qui sont remontés, on peut les allouer sur une autre position qu'on aura choisie nous-mêmes. Alors que là, on a un intermédiaire au milieu. Vraiment, les fonds propres à 27%, c'est très bon. Pour une boîte, pour une holding, c'est très très bon. Pas de dette à signaler si on croit ce qui est indiqué ici, hein. Et pas beaucoup de dividendes, en fait, 0,4% vraiment du dividende, c'est pas exceptionnel, mais 7% vraiment l'actionnaire. Donc ils rachètent des actions assez massivement. Est-ce qu'ils les annulent derrière? Je le pense, hein, je le pense quand même. Donc il faudra regarder ce point-là. Donc le payout ratio, il veut rien dire, hein, on verse pas beaucoup de dividendes, mais en fait on utilise énormément de free cash flow pour acheter des actions. Donc il faudrait analyser ça de plus près. Bon, en règle générale, plutôt à l'écart des holdings, la particularité de Prosus, c'est qu'ils ont aussi du non-coté. Donc si vous voulez aller sur du non-coté, il faut forcément une holding, sinon c'est à vous de trouver le support qui vous permet d'aller sur du non-coté. Là, via des holdings, c'est possible. Bon, c'est le seul, on va dire, avantage que je trouve au holding. ING Group, la première banque néerlandaise. Donc on est sur 67 milliards de dollars de market cap, 5,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ça sert à la croissance externe, je pense aussi, hein, vu que les banques en Europe bougent plus beaucoup. 13 en PE, c'est un peu trop cher. On veut être à moins de 10 sur les banques, et on a des banques françaises à moins de 10. Donc pourquoi se priver alors que voilà, hein, les banques néerlandaises, c'est pas forcément la meilleure qualité. Donc là, c'est un peu cher. On n'a pas de décote sur actifs tangibles. On veut une décote sur actifs tangibles pour les banques parce que on comprend rien au bilan. En tout cas, c'est mon cas. Hein, si vous comprenez, vous êtes fort, mais on comprend rien au bilan des banques. Donc on prend ce qu'ils nous donnent et on applique une décote. Comme ça, on a une marge de sécurité sur les actifs qui nous sont proposés dans la banque. Donc là, pas de décote, pas de marge de sécurité. 10,2 en rendement des fonds propres, c'est bien maigre, hein, pour une banque, alors que évidemment les banques, elles ont un levier, donc je ne l'ai pas indiqué ici, hein, mais elles ont un levier énorme, et n'arriver à générer que 10% de rendement des fonds propres avec un levier énorme, c'est pas terrible. 5% de rendement du dividende, bon, on va dire que ça c'est correct, d'un point de vue dividende pour une banque, on est dans ces eaux-là, ça c'est la moyenne, on va dire. Ça nous donne un payout ratio qui a allé à 3 milliards. 3 milliards et demi, on est un peu plus de 50% quand même, hein, donc attention. Mais c'est pas non plus exorbitant comme niveau extraordinaire comme niveau de payout ratio, donc ça doit être, c'est soutenable à ce niveau, je pense. Voilà, plutôt à l'écart d'ING, hein, on n'a pas de décote, on n'a pas de marge de sécurité, donc moins intéressant à mon avis que d'autres banques françaises. NXP Semiconductors, donc là, on est dans le semi-conducteur. Après, je connais pas leur marché, leur segment spécifique. Si vous le savez, dites-moi en commentaire, hein, mais voilà, semi-conducteur, 58 milliards de dollars de market cap, 7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc il y a de la bonne croissance quand même. C'est normal, c'est les semi-conducteurs. 15 en VE sur EBITDA, 25 en PE, 31 en price free cash flow. C'est un peu cher payé, je trouve. C'est un peu cher payé, la croissance n'est pas énorme non plus. La qualité est quand même là, hein, on est rentable, on rendement des fonds propres, rendement des capitaux investis à 14,5, c'est pas mal. 2,1 en termes de dette nette sur EBITDA. Pourquoi il y a de la dette? Alors, est-ce qu'ils font des acquisitions? Est-ce qu'ils en ont besoin pour s'auto-financer? À mon avis, comme c'est une énorme boîte, enfin une large cap quand même, c'est plutôt pour faire des acquisitions. Il faut vérifier, mais bon, 2,1, ça reste, c'est ok, c'est convenable. C'est moyen, on va dire. C'est pas exceptionnel comme qualité de bilan, mais s'ils se désendettent, c'est encore mieux. 1,8% de rendement de l'actionnaire, donc pas énorme. 4% de rendement de l'actionnaire. Donc là, 1,8% de rendement du dividende, pardon, et 4% de rendement de l'actionnaire. Donc ils font des rachats d'actions. Est-ce qu'ils les annulent derrière? Il faut aller regarder ça comme d'habitude. Et on est sur un payout ratio en termes de free cash flow à 50%. Donc le dividende est soutenable à ce niveau. Bon, je pense qu'il y a mieux à faire dans le semi-conducteur. Vous avez des sociétés plus qualitatives que NXP. Mais bon, pourquoi pas après dans un portefeuille diversifié d'entreprises des semi-conducteurs, ça peut le faire. Adyen, on est dans les services de paiement. 56 milliards de dollars de market cap, 30% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé de 5 ans. Donc forte croissance, hein. Le multiple reflète cette forte croissance. Est-ce que c'est surévalué comme d'habitude? J'en sais rien, puisque la croissance est très forte. Donc si vous regardez, alors après vous pouvez prendre les prévisions des analystes, il faut croire ces prédictions. Donc moi c'est jamais mon cas, donc je regarde jamais les sociétés de croissance. Mais voilà, si vous voulez rentrer sur ce genre de dossier, il faut y aller sur le long terme comme d'habitude, parce qu'avec des multiples aussi élevés, on s'expose à des déconvenus, mais la croissance c'est au rendez-vous en revanche. 15% de rendement des capitaux investis, plutôt bien, hein. Après, c'est pas très intensif comme capital, c'est pas très intensif en capital comme activité, mais bon, ça mérite d'être pas mal, cette rentabilité. Cash net sur le dossier, ça c'est bien.
On n'a pas de dividende déversé, un peu de dilution potentiellement. Bon, voilà. Adyen, ça peut le faire dans un portefeuille de croissance, mais pour le très long terme. Heineken, on est sur le numéro 1 de la bière aux Pays-Bas, même en Europe, hein, je pense. Il doit y avoir ABM InBev qui est aussi fort que Heineken. 51 milliards de dollars de market cap, 4,5% de croissance sur le chiffre d'affaires en rythme annuel sur 5 ans. Donc voilà, c'est stable, hein, il n'y a plus beaucoup de croissance. 13 en VE sur EBITDA, 50 en PE. Donc là, il y a un problème sur les bénéfices, mais on dégage du free cash flow. 15 en price to free cash flow. On va dire que c'est raisonnablement valorisé. C'est pas hyper cher non plus. Maintenant, il n'y a pas énormément de croissance et le rendement, la rentabilité n'est pas exceptionnelle. 7,2, bon, c'est intensif au capital, d'accord, mais 7,2 en rendement de capital investi, c'est pas extraordinaire. 2,3 en termes de dette nette sur EBITDA. Bon, ils ont baissé la dette, c'était plus élevé que ça avant. Il faut que ça continue à baisser parce que c'est un peu lourd quand même, ce niveau de dette. 2,4% de rendement du dividende, ok. 2,5% en rendement d'actionnaire, il y a un peu de rachat d'actions potentiellement, mais je pense pas qu'elle soit annulée, ça doit être des actions qui sont données aux salariés. Payout ratio à 123%, attention, mais sauf qu'on a des free cash flow 3 fois plus élevés que les bénéfices nets, donc c'est soutenable à ce niveau. Heineken, c'est un peu cher payé en fait, c'est le genre de dossier qu'on va avoir à 3,5% de rendement du dividende. Et autrement, ça n'a d'intérêt que pour le dividende, et là, c'est pas assez décoté pour que ça soit intéressant, donc plutôt à l'écart. Ensuite, on est sur Ahold Delhaize, pardon. On est sur le Carrefour néerlandais, 38 milliards de dollars de market cap, 5,8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il y a toujours un peu de croissance sur cette boîte. Elle fait des acquisitions, à mon avis, c'est pour ça qu'elle a de la croissance. 7,9 en VO sur EBITDA, pas très cher. 20 en PE, 8,9, allez, 9 en price sur free cash flow. Donc c'est une boîte qui est mature maintenant, qui dégage des free cash flow. Donc le multiple de PE est moins intéressant que le multiple de price sur free cash flow. C'est plutôt celui-là qu'il faut regarder quand on dégage structurellement des free cash flow. Pas très cher payé. Pas très cher payé, mais Carrefour est beaucoup moins cher payé aussi, donc c'est peut-être plus intéressant. On est à 8,3% de rendement des capitaux investis. Pour un business par intensifère capital, c'est quand même un peu décevant. On pourrait être à 10 quand même. 2,1 en termes de dette nette sur EBITDA. Donc il y a un peu de dette. Donc à mon avis, c'est plutôt pour les acquisitions qu'ils font, puisque la grande distribution, ils sont à BFR négatif, donc ils n'ont pas besoin de s'endetter pour financer l'activité. Normalement, ils peuvent se faire financer par leurs clients directement. On a 3,3 en rendement du dividende, c'est correct, je trouve. 5,5 en rendement d'actionnaire. Donc il y a les rachats d'actions, je pense qu'elles sont annulées ces actions. 57 en payout ratio avec des free cash flow 2 fois plus élevés que les bénéfices nets. On a les moyens de verser ce dividende et de racheter des actions sans problème sur Ahold Delhaize. Donc pourquoi pas ce petit dossier, c'est pas très cher payé maintenant. Moi je préfère Carrefour quand même. Maintenant aussi il y a l'emplacement, la situation géographique. Disons que il vaut mieux être situé aux Pays-Bas et aux pays alentours que France et pays alentours, à mon avis, donc en perspective de santé du consommateur. Mais bon. Carrefour vaut 2 fois moins cher, à mon avis, que Ahold Delhaize est plus intéressante. Wolters Kluwer, donc eux, ils sont spécialisés, ils ont une sorte de quasi-monopole sur la publication scientifique. Donc ça, c'est niche, et c'est le leader mondial. Donc il doit y avoir aussi Elsevier, je pense, je ne sais pas s'ils sont cotés. Il faut regarder, en Allemagne peut-être. 38 milliards de dollars de market cap, 5,1% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc il y a toujours une croissance, on va dire un fond de croissance, c'est bien. Très cher, on a 21 en VE sur EBITDA, 35 en PE, 27 en price sur free cash flow. Vraiment, les capitaux investis à 20%, c'est normal. Il n'y a pas besoin de capital du tout pour ce genre d'activité. Vous faites la publication scientifique. Ouais, donc 1,6 en termes de dette nette sur EBITDA, pas trop de dette. Je pense qu'ils font des acquisitions pour booster la croissance. On est sur un rendement du dividende à 1,7% et un rendement actionnaire à 4,2%. Donc il y a des rachats d'actions. J'imagine qu'ils les annulent pour en racheter autant. Et on a un payout ratio qui est en dessous de 50%, donc c'est sécurisé. Wolters Kluwer, c'est en fait une boîte avec un moat énorme, vous avez une barrière d'entrée gigantesque, donc c'est pour ça que le marché la paye aussi cher. Ça peut être sympa en fonds de portefeuille, voilà. Ça peut être du fonds de portefeuille. Maintenant, le dividende, c'est pas très généreux en termes de dividende, mais il peut augmenter tranquillement année après année, voilà. Plutôt en fonds de portefeuille, ce genre de dossier. Allez, qu'est-ce qu'on garde là-dedans? En fonction de son profil. Si vous faites de la croissance ASML, absolument, ça a de la place dans votre portefeuille. Adyen aussi. Ça a de la place dans votre portefeuille. C'est tout ce que je mettrais en top, top croissance. Comme d'habitude, si vous faites de la croissance, il faut le garder longtemps à cause du risque de déception sur une publication. Donc ça, voilà, 5 ans minimum. Ensuite, si vous faites, en fait, je sais pas s'il y a d'autres choix. Si vous faites de la value, vous pouvez peut-être aller sur Ahold Delhaize. C'est pas hyper cher. Ça peut être classé dans du value. Et les autres dossiers, j'ai du mal à les trouver très intéressants. Airbus, il va falloir attendre de voir les publications, s'ils arrivent à délivrer pour voir si ça se reclasse en société de croissance ou pas. Si ça se reclasse en société de croissance, dans ce cas-là, ça pourra rentrer dans un portefeuille de croissance pour le long terme, tout à fait, ouais.
J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.